Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live des Vendredis de la Recherche. Aujourd'hui, un Vendredi de la Recherche très spécial, puisque nous commémorons la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, qui a lieu chaque année le 11 février. Donc aujourd'hui, on a organisé une petite journée en partenariat avec le lycée Philippe Lamour de Nîmes. Nous avons avec nous les élèves de l'atelier sciences du lycée. Et nous avons aussi 2 doctorantes et nous allons vous proposer un petit échange entre les doctorantes et les élèves. Je vais d'abord présenter les 2 doctorantes qui sont là avec nous et merci beaucoup d'être là. Shaima Majdi, merci, doctorante en chimie et au laboratoire CROM, et Jeanne Lichtfuß, doctorante en écotoxicologie au laboratoire CROM aussi. Merci beaucoup d'être là. Et je vais ensuite passer la parole à nos 3 lycéennes. Donc nous avons 3 lycéennes qui ont accepté d'échanger avec les doctorantes et de participer à cette émission Twitch. On est ravis que vous ayez accepté. Je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant, mais bienvenue et merci de participer. On va juste discuter et vous allez pouvoir poser vos questions aux doctorantes et les interroger sur leur parcours et sur leur choix professionnel, leur choix d'études. Et leur parcours de lycéenne aussi, peut-être. Voilà, alors je vous laisse la parole. Il faut que je me pousse un peu vers là. Parfait. Encore. Voilà, là on voit mieux peut-être. Donc, je te passe la parole. Vas-y, tu peux commencer. Bonjour, moi je te laisse te présenter. Je m'appelle Vayotia et je suis lycéenne à Philippe Lamour, en seconde. D'accord. Et tu fais partie de l'atelier sciences, donc. Oui, c'est ça. Et donc, c'est quoi l'atelier sciences? Dis-nous brièvement ce que c'est. L'atelier scientifique, c'est une option facultative et on pratique des expériences et avec l'aide des professeurs. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. D'accord. C'est animé par vos enseignants oui, en sciences. Très bien. Donc, à toi, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Laoué Jalia et je suis également lycéenne au lycée Philippe Lamour et je fais également partie de l'atelier scientifique. Bonjour, je m'appelle Zilik Shaima, je suis en seconde au lycée Philippe Lamour et je suis aussi dans l'atelier scientifique. Très bien. Alors, on a 2 Shaima aujourd'hui. Donc, certes, une va poser des questions, l'autre va peut-être répondre. Alors, on va passer. Vous avez préparé des petites questions? Je vais vous laisser peut-être poser vos questions dans l'ordre. Alors, vas-y, commence. Une première question, et puis on partira de ces questions-là pour échanger. Alors, c'est quoi votre parcours d'études pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Peut-être Jeanne en premier, et ensuite, voilà, chacune son tour pour ces questions-là. Moi, j'ai fait un bac S à l'époque où ça existait encore. Après, j'ai fait une PACES à l'époque où ça existait encore. Alors, c'est quoi une PACES? Explique ce que c'est une PACES. C'est la première année commune aux études de santé, qui maintenant a été remplacée par la PASLAS. Donc, c'est la PAS, en fait. C'est la Parcours Accès Santé. Et donc, j'ai choisi la filière pharmacie. Donc, j'ai fait 6 ans de pharmacie, où là, je me suis spécialisée en industrie. Donc, en fait, je suis pharmacienne en industrie, mais mon Master 2, pour finir mes études, j'ai fait un Master 2 de recherche. C'est un peu compliqué. Mais alors, peut-être on va continuer à échanger avec Jeanne d'abord sur ce parcours-là. Il y a peut-être des questions, des explications nécessaires. C'est un peu tarabiscoté. Mais donc, du coup, j'ai fait un Master 2 de recherche qui portait sur toxicologie, environnement, santé. Et donc, en fait, ma suite d'études de parcours, en fait, c'est un doctorat maintenant en écotoxicologie / toxicologie de l'environnement. Alors, des petites questions sur ce parcours-là, peut-être? Ça vous a pris combien de temps d'études? Oula. J'ai passé mon bac il y a 10 ans. Donc en 2013, j'ai fait 2 premières années de médecine, enfin 2 PACES. Et après, pharma, c'est 6 ans, sachant que moi, j'ai un peu pris le temps. Donc j'ai redoublé la 4e année. Ça veut dire quoi, prendre le temps, alors? Ça veut dire que j'ai redoublé la 4e année pour partir au Canada pendant 6 mois. Voilà, ça prendre le temps, c'est intéressant comme explication. J'ai pris le temps. Voilà. Parce que c'est quand même des études qui sont longues et qui sont demandeuses en termes de temps de travail et d'investissement. Donc j'avais envie et je pense que j'ai eu besoin aussi de mettre une soupape de décompression et du coup de partir pendant 6 mois pour voyager et pour me promener. Et c'était très cool. Pour faire autre chose. Voilà, pour faire autre chose. Et donc maintenant, doctorat.
Des réactions sur ce parcours? Bah, c'est très complexe. Moi, j'ai une question. Est-ce que pendant votre parcours, vous avez souvent voulu arrêter? Pharma, j'ai jamais voulu arrêter. Je me suis posé des questions de qu'est-ce que j'allais faire comme métier dans les métiers de la pharmacie. Parce que c'est une filière qui est souvent représentée juste par les pharmaciens d'officine, donc dans les pharmacies de ville, alors qu'en fait, c'est pas du tout la majorité. Des pharmaciens, il y en a partout. C'est ce qu'il faut savoir. Il y en a dans le monde vétérinaire, dans tout ce qui est pharmacie vétérinaire. Il y en a en santé publique, il y en a qui font de la recherche, il y en a qui font vraiment de la chimie organique, et donc ça, c'est plus le sujet de Chacha. Il y en a vraiment partout. Pardon, oui, de Shaima. Shaima. Donc il y a vraiment des pharmaciens de partout. Il y en a à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des bactériologistes. Il y en a aussi qui font de la pharmacie hospitalière. Enfin bref, la liste est très longue. Donc c'était plus dans ces hésitations-là où je me suis dit, au départ, je voulais faire des biotechnologies. Donc créer des médicaments en fait par biotechnologie. Après, je me suis dit que non, c'était pas trop ça. Je voulais faire de la toxicologie humaine. J'ai fait un stage en centre antipoison. Et là, je fais, en fait, on parle jamais de l'environnement. Donc du coup, je me dis, je vais faire de la toxicologie de l'environnement. Donc, petit à petit, ça fait son chemin. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient les mêmes études que vous? En pharmacie, on est quand même pas mal. En études de santé, en général, il y a quand même pas mal de filles. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, de la représentation des femmes dans les études, moi, j'en ai toujours eu avec moi. Enfin, pas avec moi, mais on a toujours été en majorité féminine. Maintenant, à Nîmes, en recherche, on est quand même une majorité... il y a une majorité où il y a une bonne représentation, en tout cas féminine, de la recherche. Donc non, ça, moi, j'ai toujours eu pas mal de représentation de femmes dans mes études. Et au lycée, quand tu as fait tes choix d'orientation, il y avait pas c'était à peu près équivalent? C'était à peu près équivalent. Hein. Enfin, j'ai pas de souvenir que ce soit des classes exclusivement de garçons ou peut-être en spé maths. C'est le seul. C'est ce qu'on dit en général. Ouais, c'est le seul truc que je garde un peu en tête, c'est l'aspect maths où c'est vrai que c'est quand même plus de garçons, quoi. Mais... Et vous, en sciences, il y a autant de garçons que de filles? Nous, oui. Oui, c'est assez équilibré. C'est bien, on progresse. Alors maintenant, on va écouter le parcours de Shaima. Alors, moi, j'ai fait mes études au Maroc. Donc, j'ai obtenu un baccalauréat en sciences de physique et chimie. Après, je me suis dirigée vers le parcours classique. Licence 2, licence, master et doctorat à l'université de Mohamed V de Rabat. Donc j'ai fait une licence en chimie et après j'ai fait un master 1 en chimie analytique. Du coup c'est une discipline en chimie aussi. Et c'est quoi alors la chimie analytique? La chimie analytique en fait, elle nous aide à caractériser par exemple des molécules qu'on peut extraire des champignons, des plantes, etc. Ou bien des molécules préparées au laboratoire. Ce qu'on peut faire avec aussi... Alors, bonne question. C'est pas facile, c'est vraiment un domaine très vaste. Ouais. Et ça dépend de l'utilisation en fait, de la chimie. En fait, l'utilisation dans le domaine thérapeutique n'est pas la même pour le domaine de physique. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut vraiment de l'analytique. Voilà. D'accord. Et toi, ton choix, c'était quoi alors? C'était un choix ou c'était une opportunité? Alors, mon choix, c'était de la chimie analytique, mais dans le domaine thérapeutique. Donc, on faisait plutôt le contrôle qualité de médicaments. On contrôle si la matière première d'un médicament est conforme pour aller jusqu'aux productions et commercialisation. Aussi, en fait, je faisais l'extraction végétale des plantes. Donc, on extrait les molécules bioactives des plantes et on voit en fait la structure chimique de ces molécules qui sont actives dans la plante, donc et qui vont avoir, par exemple, une activité antibactérienne, puis une activité antivirale. Et puis voilà. Après, j'ai fait aussi de la science qualité. Donc, mon master, il était un peu multidisciplinaire. C'était un master en échange avec l'Université de Bordeaux. C'était en fait un M1 au Maroc et un MA
un M2 à Bordeaux. Et du coup, en fait, c'était sur la chimie analytique, contrôle qualité, assurance qualité des médicaments, donc dans les boîtes pharmaceutiques. Et c'était aussi extraction végétale, détermination des molécules bioactives et leur évaluation de leur activité biologique. Donc voilà. Après, en fait, il y avait un petit module dans mon Master 2 qui s'appelle le Drug Design, la conception de médicaments, que j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai décidé de faire un deuxième Master 2 à l'Université de Marseille sur le développement de médicaments, comment on peut développer un médicament avec un bon profil, une bonne absorption, distribution dans le corps, une bonne métabolisation et une bonne élimination. Voilà, c'est les conditions en fait pour avoir un médicament vraiment commercialisé et dans le marché. Il doit être vraiment bien, avoir une bonne activité déjà sur la maladie et être bien absorbé, métabolisé par les reins et le foie aussi. Voilà, c'était vraiment, je me trouvais vraiment dans ce domaine. Et c'est pour cela que j'ai continué en doctorat dans exactement ce domaine-là. Voilà. Merci. Donc, alors, pardon, je t'ai coupé. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je prépare mes molécules. Donc, je fais le design de mes molécules. Je fais l'évaluation biologique de ces molécules. Donc, et après, je fais des tests de toxicité, de biodégradabilité, voilà. De ces molécules. Donc c'est vraiment un domaine multidisciplinaire et j'aime beaucoup. En relation avec tes deux masters en fait. C'est ça, c'est oui. en relation avec mes deux masters. Mon premier master c'était en chimie analytique, mon deuxième c'était en drug design, mais c'est vraiment complémentaire. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme question? Vous avez toujours voulu faire ça ou il y a eu un déclic un jour qui a fait que... Est-ce que vous pouvez parler fort? Vous avez toujours voulu faire ça depuis que vous êtes petite ou il y a eu un déclic un jour qui a fait que vous êtes partie dans cette voie-là? Alors, moi, depuis en fait quand j'étais en lycée, je voulais être docteur déjà. Et je voulais être docteur en médecine. Et du coup, j'ai pas réussi le concours de médecine. Et du coup, je me suis orientée. En fait, le but, c'était d'être docteur dans la science dure. Et voilà, j'ai en fait choisi la chimie parce que ça a un lien avec la thérapie, peut-être, oui, voilà, avec la médecine. Et du coup, c'est le côté humain aussi qui m'a fait cette décision. Talia, peut-être, c'est Talia, c'est ça? Talia. Une question? Petite question? Petite question. Shaima, une petite question? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les études qu'il y a au Maroc et la différence avec la France, puisque vous avez fait les deux? Je ne pense pas qu'il y a une différence, franchement. On a un programme français. Donc, au Maroc, on a des études en français, arabe français. Donc, je pense qu'on a le même programme. Voilà. On a le même programme. On prend notre baccalauréat vers l'âge de 14 ans. Après, on a 2 ans de DUG, Bac plus 2, 3 ans de licence, donc Bac plus 3. Il y a encore le DUG, peut-être, parce qu'en France, il n'y a plus le DUG, il n'y a que la licence. Au Maroc, il y a le DUG aussi. Il y a le DUG aussi. Il y a encore le DUG. D'accord. Et un master, c'est un Bac plus 5. Et voilà. Et doctorat, un Bac plus 8. Donc, je pense que non. Après, pour la médecine, la pharmacie, je ne sais pas. Voilà, mais voilà. Mais le parcours classique, en fait, dans l'université, c'est le même. Vous avez encore des petites questions sur le parcours, sur leur vie de choix d'études? Parce qu'après, on passera à la partie chercheuse, thèse. Et vous, Jeanne, vous avez eu un déclic ou pareil, depuis petite, vous avez... Moi, je savais que je voulais faire de la science. Voilà, je voulais faire de la santé. Je voulais devenir médecin aussi à la base, puis j'ai fait 3 mois en passé et j'ai fait oula, c'est hors de question, je ferai jamais ça de ma vie. Ah, et pourquoi alors? Pourquoi pas médecine? Parce que les gens, en fait, quand ils viennent vous voir, ils sont malades. C'est le principe d'un médecin.
mais c'est qu'ils vont forcément pas bien. Donc en fait, ils passent leur journée avec des gens qui sont pas bien. Et en fait, ça, moi, je voulais pas. Je voulais pas être avec des gens qui allaient pas bien toute la journée. Donc il y a pas que ça, hein, bien sûr, hein, mais je rétrécis un peu mon chemin de pensée. Et non, c'est un rythme de vie aussi, médecine. Moi, du coup, j'ai pas mal de copains qui sont maintenant médecins ou qui sont en fait dans leur internat. Donc on a fait la PACES ensemble. Et là, ils sont, donc ça doit être la 9e année, 8e année. Il leur reste encore 2 ans. Ils sont internes, donc ils ont des gardes à faire à l'hôpital. C'est un rythme de vie qui est quand même bien particulier. Avant de devenir médecin et de pouvoir partir en libéral, en fait, il faut quand même finir son diplôme, quoi. Et donc ça, moi, j'ai pu y être confrontée parce que j'étais en première année commune. Et donc, en fait, on rencontrait des gens qui étaient en 2e, 3e, 5e année, tout ça. Et donc, d'en discuter avec eux, j'ai fait, mais c'est hors de question, je ferais jamais ça de ma vie. Je serais malheureuse comme les blés, donc on va faire pharmacie et ça ira très bien. Et on sera très heureuse en pharmacie. On voit que c'est des choix personnels par rapport à la conférence qu'on a vue ce matin de Laurie Galvan. Ouais. Elle parlait de choix humains, de choix personnels, et elle a dit quelque chose qui, je pense, est très important. Elle a dit il faut se connaître, il faut bien se connaître quand on fait ses choix. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il faut le faire pour soi, il ne faut pas le faire pour les autres. Alors, j'ai peut-être eu de la chance dans ma famille, parce que du coup, mes parents nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Par exemple, mon frère est charpentier. Donc, en termes de diamétralement opposés de métier, on est quand même pas mal. Et ils nous ont dit, non, on veut que vous soyez heureux. Et voilà, vous soyez médecin, pharmacien, menuisier. On s'en fout. Mais voilà, c'est là où je pense qu'il faut dire, il faut se connaître et il faut vraiment le faire pour soi. Parce qu'en fait, un métier, après, c'est pour toute la vie. Ouais. Il faut se connaître, mais il faut aussi pouvoir se tromper aussi. Oui, bien sûr. Rien n'est jamais une erreur. Il faut pouvoir se réorienter et... peut-être que le faire, se tromper, c'est apprendre à se connaître aussi. Ça permet d'avancer aussi dans ses choix aussi. Vous avez une autre question ? Alors, on va passer à la partie chercheuse. Alors, votre métier de chercheuse, est-ce que c'est un métier chercheuse là pour vous actuellement ? Je dirais plutôt que c'est de la passion. C'est un salaire à la fin du mois ? Voilà. T'as mis du beurre dans les épinards. On va essayer de sortir de ça. Oui, c'est un métier. Parce que c'est un métier, mais vous êtes aussi étudiante et ça dure 3 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est... C'est un entre-deux. On travaille sur un projet pendant 3 ans et le but, c'est de faire des liens ou de trouver des réponses à des questions. D'accord. C'est très général. Je ne sais pas, Shaima, ce que tu en penses. Mais... Ouais, je pense que c'est un métier parce qu'on est rémunéré déjà. Et on essaie aussi de trouver des solutions pour des questions, scientifiques, pardon. Et voilà. Et en fait, résoudre des défis aussi dans le domaine d'expertise. Okay. Ouais. Des défis sociétaux, peut-être, avec les médicaments, avec... C'est aussi résoudre des défis pour la société. C'est ce qu'on essaie en fait. C'est ça. Et c'est l'objet de mon doctorat en fait, c'est de trouver une solution pour l'antibiorésistance, pour les bactéries résistantes qu'on a dans l'environnement et qui nous rendent malades. Voilà, c'est un grand problème. C'est vraiment un grand problème. Ouais, c'est un problème de société. Je crois que c'était pour l'OMS, c'est le problème majeur. Oui, c'est ça. De santé mondiale à l'horizon 10 ans ou 15 ans, très proche, quoi, oui. Très très proche. C'est ça, très bientôt. On aura une deuxième crise sanitaire à cause des infections bactériennes, malheureusement. Alors toi, comment tu luttes contre l'antibiorésistance ? Essaye de nous expliquer ça de façon accessible. Alors en fait, ce qu'on essaie déjà, c'est de trouver du coup la voie classique pour lutter contre les antibiotiques, contre les bactéries, c'est de développer des antibiotiques. Du coup, des molécules qui vont inhiber la croissance bactérienne, par exemple. Et on travaille aussi sur la réutilisation de ces antibiotiques. Donc, on va les associer avec des molécules qu'on prépare au laboratoire pour rendre les bactéries, pour rendre les bactéries résistantes encore, comment dire, resensibiliser les bactéries résistantes pour les antibiotiques. Parce qu'ils ont développé une résistance. Et en fait, en combinant ces deux molécules, donc notre molécule qu'on prépare au laboratoire et l'antibiotique,
La bactérie, elle va être moins résistante. Et voilà. Et on cible aussi un système spécifique dans la bactérie, en fait, et qui est le responsable du développement de la résistance dans la bactérie. Voilà. Travailler toujours en équipe, du coup? Jamais seul Alors, moi, actuellement, je suis la seule chimiste organicienne dans le laboratoire. Voilà, mais je suis encadrée par ma responsable de doctorat, Zora Benfouda. Que vous allez voir cet après-midi, qui va vous faire visiter le labo cet après-midi. C'est ça. Vous allez voir du coup où je travaille, où je fais mes petites expériences cet après-midi. Voilà, je suis la seule chimiste organicienne dans le labo. Mais Voilà. je pense qu'il faut noter, c'est que le laboratoire Chrome est un peu particulier, parce qu'en fait, on est sur des sujets qui peuvent être très différents. Par exemple, avec Shaima, on est dans le même labo, mais on ne fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, je fais de l'écotoxicologie, toxicologie de l'environnement. Il y a énormément de labos. En fait, on ne serait jamais amené à se croiser. En fait, le laboratoire Chrome, c'est un laboratoire interdisciplinaire qui travaille sur le risque. C'est important, je pense, de le dire pour remettre le contexte. Sur le risque pour les populations, l'ensemble des risques naturels, industriels, et les risques anthropiques en général, c'est-à-dire créés par l'homme, vers l'homme. Et donc c'est un laboratoire qui travaille, toutes les disciplines travaillent sur les thématiques autour des risques, et elles peuvent travailler ensemble ou séparément. Et elles ont un laboratoire, et dans ce laboratoire-là, les chercheurs et les chercheuses travaillent ensemble sur différentes thématiques. Et donc ça crée une interdisciplinarité et un dynamisme, puisqu'ils travaillent les uns à côté des autres, mais sur des thématiques différentes, et du coup ils voient ce que les autres font. Voilà, c'est assez dynamique. Et dans les autres laboratoires, on va dire plus anciens et plus institutionnels, parce que le laboratoire Chrome, il a été créé en 2015, les chercheurs et les chercheuses travaillent plutôt tous sur une thématique commune. Voilà, et là, la spécificité dans le laboratoire, au-delà du laboratoire, quand je dis laboratoire, au-delà de la plateforme de technique analytique que vous avez visité cet après-midi, qui est le laboratoire dans le sens commun, c'est-à-dire avec les équipements scientifiques, le laboratoire au sens général, dans la recherche on dit des laboratoires, ce ne sont pas des lieux, en fait, ce sont des structures administratives, donc nous on appelle ça une unité propre de recherche. Et dans l'unité propre de recherche Chrome, il y a, je crois, une 60aine de chercheurs, et ils travaillent, il peut y avoir des sciences humaines et sociales et des sciences dures. Ils travaillent tous ensemble sur certaines problématiques sociales liées aux risques créés par l'homme. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que dans un laboratoire au sens physique du terme, deux doctorantes sur des thématiques totalement différentes peuvent travailler ensemble en même temps, on va dire, mais en même temps chacune de son côté. Voilà, c'est la petite explication. Alors vous avez des questions sur la suite, sur l'intervention de Shaima sur son sujet de thèse, peut-être sur les antibiotiques ou Est-ce que vous avez déjà trouvé les réponses à vos questions et vous avez Alors on cherche, mais est-ce qu'on trouve? Alors on cherche, mais est-ce qu'on trouve? Aïe, aïe, aïe. Ou on ne trouve pas. Et ne pas trouver, c'est trouver. Alors, le problème, en fait, c'est que nous, on prépare plusieurs molécules. On fait un screening de molécules. On a une molécule HIT, donc une molécule idéale qui présente une bonne activité. Mais est-ce qu'elle est adaptée au corps humain, en fait? Est-ce qu'elle ne va pas causer une toxicité au corps? Est-ce qu'elle va être bien absorbée, bien distribuée dans le corps, bien métabolisée, comme je vous ai dit, ou bien, et bien éliminée? Donc ça, c'est vraiment... il faut vraiment collaborer avec des biologistes, des médecins, des pharmaciens pour déterminer ça. Donc là, je ne peux pas te répondre. Est-ce qu'on a vraiment abouti à nos objectifs Toujours ce que disait Laurie Galvan ce matin, c'est un relais. Donc, elle disait que être chercheur, être scientifique, c'était un relais. C'est-à-dire que chacun fait sa part et passe ensuite à l'autre qui va faire sa part. C'est ça. Et c'est continu, ça ne s'arrête jamais. Donc, chacun contribue pour sa partie. Et on peut trouver ou ne pas trouver. C'est ça. Du coup, moi, je fais la première étape du développement des médicaments. Donc, je trouve la molécule. Je prouve que c'est antibactérienne ou adjuvante d'antibiotiques. Et là, je donne la molécule à des biologistes, à des pharmaciens et des médecins pour voir si elle est adaptée au corps humain. Voilà. Donc, le
domaine d'intervention, c'est une petite partie. Donc à la fois on peut dire qu'on trouve, mais à la fois on peut dire qu'on trouve jamais, puisque chaque chose qui est trouvée peut être trouvée d'une façon différente par quelqu'un d'autre ailleurs et avec d'autres méthodes et d'autres disciplines. Du coup, Sheima, comment vous faites quand vous avez un médicament et que vous êtes sûr que c'est lui, vous le testez directement sur des gens ou il y a beaucoup d'étapes avant de pouvoir... Alors, il y a plusieurs étapes. On a par exemple, dès qu'on a la molécule, on a l'étape in vitro. Donc, on les teste sur les petites bactéries dans les boîtes, dans les plaques. Après, il y a l'étape in vivo. Donc, on les teste sur des modèles des animaux, donc comme Jeanne fait. Du coup, moi, je travaille sur le modèle poisson-zèbre. C'est pas un animal parce qu'en fait, avant 5 jours... Après, on va expliquer un petit peu le modèle. Ouais. Et après, on va l'évaluer sur l'être humain. Il y a différentes phases d'essais cliniques. Il y a différentes phases, oui, voilà. Et le premier, c'est sur des humains qui sont pas malades, parce qu'on n'a pas le droit de tester sur des humains qui sont malades. Et en fait, petit à petit, on va rétrécir en fait la population qui va être concernée par le médicament, et on va tester sur les personnes que ça concerne. Donc il y a tout pour faire un médicament de A à Z, c'est 10 ans. Ouais, j'allais dire 10 ans si tu as ton brevet. Ah oui, ok, oui, non, si tu comptes tout, c'est... Oui, autorisation de mise sur le marché. C'est ça. Ouais. C'est 25 ans en totalité avant la découverte de la discipline et la mise sur le marché, c'est-à-dire la vente dans une pharmacie. 25 ans. Donc c'est très... Dans ces 25 ans, il y a énormément de professionnels, de types de professionnels qui interviennent pour que les choses puissent se faire. Et qu'on puisse le produire à l'échelle industrielle aussi. Oui, et des industriels. Donc on ne peut pas inventer un médicament tout seul dans son laboratoire. C'est ça. Ça ne marche pas, ça. Il faut collaborer avec d'autres disciplines. On va passer à Jeanne. Peut-être tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais dans le cadre de ta thèse. Je fais donc dans écotoxicologie, toxicologie de l'environnement. Alors c'est quoi l'écotoxicologie ? L'écotoxicologie, c'est, comme son nom l'indique, un mélange entre l'écologie et de la toxicologie. Donc, en fait, c'est une discipline qui est relativement récente, comparée par exemple à la chimie, qui est un peu plus ancienne. Et ça va être l'écotoxicologie, d'essayer de voir est-ce que certaines molécules, pas forcément contaminants ou polluants, certaines molécules sont dangereuses pour les écosystèmes. C'est un très gros résumé, mais voilà, c'est ça l'idée. Et moi, le sujet que je fais, il est vraiment à la frontière entre la dangerosité pour les écosystèmes et les répercussions sur l'humain, parce que nous faisons partie de notre écosystème. On est un acteur entier en fait de cet environnement et on fait partie du cycle. Et donc je travaille plus précisément sur l'évaluation des risques des contaminants qui sont présents à l'étang de Thau, donc vers 7. Donc en fait la doctorante qui avait avant moi, c'est là où ça fait bien l'image du relais, elle a identifié des contaminants qu'il y avait dans l'étang. Et donc moi, ces contaminants, j'essaye de savoir est-ce qu'ils sont toxiques sur des espèces modèles, donc le poisson zèbre, et est-ce que ce poisson zèbre, qui est une espèce modèle aussi parce qu'on a des gènes en commun avec lui, et ben en fait, il va déclarer certaines maladies ou certains effets qui vont être reproductibles du coup sur nous. Donc l'histoire du relais, je pense que c'est important aussi, c'est-à-dire que les laboratoires, ils ont des financements sur une thématique, ils peuvent avoir un financement sur une thèse, et quand ils ont ce financement-là, donc ils recrutent une doctorante ou un doctorant pour 3 ans, et après il faut qu'ils retrouvent un autre financement pour continuer le projet au bout de 3 ans. S'ils ne trouvent pas de financement, ils sont obligés d'aller voir d'autres collaborateurs pour essayer de continuer avec d'autres collaborateurs qui peut-être eux ont eu le financement. Mais donc quand Jeanne dit il y a eu ce passage de relais, c'est-à-dire qu'il y a eu une première thèse qui a été financée et une deuxième ensuite, et sur la même thématique. Et les financements, comme ça, ils viennent les uns après les autres en fonction des projets. Donc tout ne peut pas se faire en une fois non plus, et il y a un rythme aussi auquel il faut que le projet avance. Voilà. Après, sur la méthodologie d'expérimentation, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Concrètement, le lundi matin, je prends ma voiture, je vais à l'hôpital, à la fac de médecine, parce que c'est eux qui ont en fait l'élevage de poissons. Et donc, on a une collaboration avec eux où ils nous donnent les œufs. Moi, je travaille que sur des larves qui ont moins de 5 jours, parce que c'est pas de l'expérimentation animale, c'est pas de l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. C'est considéré, en fait, la larve est considérée comme un animal à partir du moment où elle peut se nourrir par la bouche.
Donc c'est de la législation pure et dure, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc on n'a pas besoin d'autorisation spéciale avant ces 5 jours-là. On a quand même suivi avec ma directrice de thèse, Patricia Giannoni, la formation sur le bien-être animal, parce que c'est une formation qui existe et qui est nécessaire dans certains moments pour travailler dessus, ce qui paraît relativement logique. Donc nous, là, avant 5 jours, on n'en a pas la nécessité, même si on applique quand même le bien-être animal. Bien sûr qu'on ne s'amuse pas à secouer les larves ou les trucs comme ça. On y fait attention. Et donc le lundi, on récupère les œufs. Et en fait, on les expose à partir du mardi à une gamme de concentration. Donc par exemple 1, 10, 100, 200 nanogrammes, milligrammes, tout ce qu'on veut. De à peu près ce qu'on veut comme molécule. Donc moi je travaille sur une molécule en particulier, mais c'est applicable à tout. Et en fait on regarde après pendant 3 jours, est-ce qu'il y a des malformations qui apparaissent? Est-ce que le mercredi il y a une malformation? Est-ce qu'elle disparaît le jeudi? Est-ce qu'elle apparaît le vendredi? Et maintenant le vendredi, ce qu'on fait aussi, c'est grâce à un nouvel appareil qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, on fait du comportement animal, donc enfin du comportement de larve là pour le coup. Donc en fait, c'est une machine qui s'appelle un Daniovision, où on met nos plaques avec nos petites larves dedans, et en fait, on va regarder comment les larves se comportent. En fait, ça les filme, et elles sont dans des puits... Enfin, il y a une larve par puits. En fait, on regarde comment est-ce qu'elles se comportent dans ce puits-là. Est-ce qu'elles vont plutôt sur les bords? Est-ce qu'elles vont plutôt au centre? Est-ce que si on leur met de la lumière, elles réagissent? Est-ce qu'elles ne réagissent pas? Est-ce que si il y a un petit module où on peut taper en quelque sorte, enfin il y a un petit marteau qui tape dans la machine, est-ce qu'elles vont réagir à ce stimuli ou pas du tout? Et donc en fait c'est pour faire une analyse un peu complète de ces larves-là, et à la fin de cette expérience de comportement, les larves, on va les mettre dans une solution qui permet de stopper l'ADN de se répliquer en quelque sorte, et après on va faire de la PCR. Donc ce qu'on a tous eu droit dans le nez à cause du Covid, et ben là on peut faire pareil en fait avec des larves de poissons. Et donc là où ça fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les gènes qu'on a en commun, qui s'appellent des gènes orthologues, en fait on va regarder si chez le poisson zèbre et chez la larve il y a eu une surexpression à un moment de certains gènes, par exemple de toxicité cardiaque, de toxicité neuronale. Et donc ces gènes-là, on les a nous aussi. Donc on peut après dire, ok, bah, si c'est arrivé à autant de larves, ça pourrait nous arriver à nous en tant qu'humains. D'accord. Ça, c'est une phase in vivo, là, donc. Là, on est sur du in vivo, ouais. D'accord. Même si c'est des larves, c'est considéré Même comme si in vivo. ouais, c'est du in vivo parce que c'est un organisme entier. D'accord. Enfin, après, une bactérie est un organisme entier. Mais oui, là, c'est considéré que sur du in vivo, ouais. D'accord. Sur le zèbre. Vous avez des questions par rapport à ce... Oui. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elles deviennent les larves une fois l'expérience finie, du coup? Et bah, du coup, on les met dans cette solution pour faire de la PCR. Donc, en fait, on va extraire tout le matériel génétique. Et après? Après, la PCR, il reste pas grand-chose quand même. Parce que du coup, on les... Non, mais c'est c'est pas qu'il reste pas grand-chose, mais c'est qu'en fait, on extrait le matériel et en fait, on l'utilise, on le fait passer dans des machines, tout ça. Et donc, ça se retrouve dans des petits tubes. Et en fait, ces tubes-là, on les jette. Du coup, à la fin, là, Une autre question? Et est-ce que vous avez eu des points positifs et vous trouvez ce que vous cherchez en général? Dans le cadre de la thèse? Ouais, parce qu'on cherche mes clés, généralement je les trouve, mais je pense pas que c'était la question. Non, ça veut dire que ça avance, quoi. Ça avance. Moi, je suis en 2e année. C'est vrai qu'on n'a pas forcément présenté nos années respectives de doctorat. Ouais. Le schéma classique, souvent, c'est première année, on fait de la bibliographie, donc on lit énormément d'articles. 2e année, on fait des manipulations, et 3e année, on rédige. C'est vraiment très, très résumé. Hein. Mais donc, moi, je suis en 2e année, donc là, en ce moment, je suis quasiment tout le temps au laboratoire, physiquement, et je fais des expériences. En parallèle, on commence à les traiter, ces données-là, parce qu'en fait, on crée des résultats, parce que tout est un résultat, même quand il n'y a pas d'effet, c'est un résultat, et c'est bien de le dire. Quand on travaille sur des toxines, le fait qu'il n'y ait pas d'effet, c'est un résultat, c'est même plutôt bien, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas toxique. Donc, il faut savoir gérer ça et le faire pas tout à la fin, parce qu'en fait, sinon, on se retrouve avec 1 an et demi d'expérience, on doit traiter toutes les données d'un coup, et en fait, on n'a pas pu avancer dans le sens de nos recherches. Par exemple, si Shaima, elle crée une molécule, elle se rend compte tout de suite qu'elle marche pas, terminé, celle-là, on l'oublie. Et on va en recréer une autre. Donc, il faut avoir un suivi quand même tout au long de la thèse.
Et est-ce que ça a été facile de vous intégrer dans vos recherches, dans votre métier, ou ça a été compliqué au début de comprendre et de vraiment vous intégrer dedans? La thèse, est-ce que... Vas-y, Chacha, si tu veux. Oui. Dans ton micro. Devenir doctorante, est-ce que c'est Devenir facile? doctorante. Non, parce que, alors, on a des hauts et des bas. On commence par la biblio, comme Jeanne a dit, et après on commence les manipulations. Et parfois, on a vraiment des résultats. Voilà. Mais en fait, je pense que je me suis bien intégrée dans mon projet de recherche parce que, en fait, quand j'arrive à apporter des tests, des nouveaux tests pour les effectuer dans notre laboratoire, ça c'est un plus. Et voilà, je pense que je me suis bien intégrée et j'ai rapporté beaucoup de choses à mon projet. Parce qu'au début, quand on commence sa thèse, on ne sait pas trop vers où ça va aller. C'est ça. Il faut arriver la première année à bien construire le sujet et savoir où on va. C'est peut-être ça le plus difficile, c'est savoir où on va aller au bout de 3 ans. Avoir une visibilité à 3 ans, c'est le plus compliqué peut-être, non? C'est ça. Ouais. D'autres questions? Vous travaillez, c'est plutôt une équipe de femmes ou il y a des hommes qui travaillent avec vous? Alors c'est mixte. C'est mixte. C'est hommes et femmes, c'est mixte. Et vous êtes tous dans le même labo? Oui. On va dire qu'on est plutôt bien répartis à l'université de Nîmes parce que je crois qu'il y a une bonne parité un petit peu partout, ce qui n'est pas le cas partout. Oui. À peu près, voilà. Donc c'est très bien. On est un bon exemple pour la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Voilà. Vous avez d'autres questions ou pas? En tant que femme, est-ce que ça a été facile aussi de s'intégrer auprès des hommes ou ça indifférence Alors moi j'ai jamais trop vu la différence, mais parce que je pense que je me suis jamais posé la question de est-ce que j'avais besoin d'être une fille pour faire quelque chose. Et je pense qu'en fait si les gens se posaient un peu moins la question, ça se passerait mieux. Si on arrêtait pas de nous bassiner, mais quand on entend que les filles ont tendance à déserter les matières scientifiques, tout ça, je suis pour qu'on dise aux filles de faire ce qu'elles ont envie de faire. Si c'est de la science, c'est de la science. Si c'est pas de la science, c'est pas de la science. Et aussi d'éduquer les garçons à dire, en fait, s'il y a des nanas dans vos labos, arrêtez de les bully, quoi. Ne soyez pas... ça va être un mot un peu fort, mais ne soyez pas sexiste envers ça. C'est pas parce qu'il y a une nana dans un labo de maths qu'il faut qu'elle soit discriminée en quelque sorte. Et il faut pas non plus qu'il y ait de... il y a les deux parts à éduquer en quelque sorte, quoi. Alors, il y en a de la discrimination. Oui, bien sûr. Dans les labos, oui. il faut pas le cacher. Une anecdote ce matin de quelqu'un à qui on a dit qu'elle était une fille, donc son article il serait signé par l'autre personne qui travaillait avec, parce qu'il valait mieux que ce soit un homme qui signe l'article, parce que l'article aurait plus de valeur s'il était signé par un homme, quoi. Ah oui, moi quand j'ai encore une anecdote comme ça, donc je pense qu'il y en a, quoi. Je pense que... Ah oui, mais en présentant des masters, quand je disais que je voulais faire une thèse après, ils m'ont dit oula, mais une thèse, mais vous allez avoir vers la trentaine, faut penser aux enfants. Pardon? Est-ce que la vie de mon utérus vous intéresse? Non, bah voilà, taisez-vous s'il vous plaît. Et c'est des choses qui arrivent encore. Il faut savoir y mettre du répondant, je pense. Donc c'est pas... je pense que c'est une bonne chose d'être dans une... Nous, on est dans une bonne atmosphère, quand même des représentantes et des encadrantes qui sont engagées là-dedans, dans la journée des femmes et des filles de sciences, qui font beaucoup de promotion par rapport à ça. Et donc ça nous pousse forcément à le faire, ouais, carrément. Et donc ça nous pousse à moins nous poser la question de est-ce qu'on est des... est-ce qu'on est des femmes, mais... Prends la suite, Samantha, s'il te plaît. Finis ma phrase. Non, je vais rien dire, en fait. Non, mais c'est bien, vous avez participé, c'est super que vous ayez participé. Et alors, on va prendre les choses un petit peu à l'envers. Est-ce que vous avez des questions à poser à des lycéennes qui
qui sont inscrites dans un atelier sciences et qui commencent à s'intéresser aux sciences, ou quelque chose à leur dire, ou quelque chose à leur demander? Ben moi, j'ai la question de est-ce que vous le sentez que la science peut être très masculine et du coup, est-ce que ça vous fait peur en tant que lycéenne? Est-ce que vous vous dites, oh là, je vais arriver dans un monde masculin et je n'ai pas envie? Ou est-ce que vous y pensez pas Non, moi pas vraiment parce que j'ai grandi avec des hommes. J'ai toujours été plus avec des garçons qu'avec des filles. Du coup, moi, ça me fait pas du tout peur. Et toi, Shaima, si tu fais des sciences, est-ce que tu as peur d'être avec que des hommes et de devoir faire avec ça? Ben non, Non. parce que dans tous les cas, qui est autant de, enfin, même s'il y avait autant de filles, c'est toujours compliqué de réussir, et que c'est pas parce qu'il y a plus de garçons que ce sera plus compliqué. Très bien. Et non, pas du tout. En fait, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui te fait particulièrement peur? Non, c'est ça. Voilà. Bah, très bien. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur? Moi, moi, j'ai toujours voulu être dans les forces de l'ordre, mais je peux pas faire ça. Du coup, faire infirmière dans le Pourquoi tu peux SMUR, pas faire ça? parce que j'ai des problèmes de santé, et du coup, D'accord, je pardon. peux pas. Oui. Et du coup, travailler dans le SMUR en tant qu'infirmière, comme c'est dynamique et en même temps médical en même temps, ça me va. Et Très bien. Et ça t'a donné des idées aujourd'hui ou ça a précisé tes idées ou... Ce que tu as vu ce matin, par exemple, de Laurie Galvan, maître de conférence en ça neurosciences. m'est vraiment beaucoup plu. D'accord. Ça t'a donné un petit peu plus de précision sur ce que ça pouvait être. Oui, c'est ça. Et toi, En fait, je sais pas trop, parce que beaucoup c'est vrai dans le médical, et grâce à vous un peu dans la pharmacie aussi, mais aussi dans l'astrophysique, l'aéronautique, etc. Beaucoup de choses, donc je verrai, je sais pas. Très bien. Bon, ben ça va. Tu as du choix. Très bien. Mais merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci. Et merci puis à la vous. journée continue, mais là, on ne sera plus en live. On va aller visiter le laboratoire, la plateforme de technique analytique sur le site des Carmes, tous ensemble. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.